Bonsoir et bienvenue à tous. Depuis lundi dernier se tient au Palais des Congrès de Yaoundé le grand dialogue national annoncé le 10 septembre dernier par le président de la République du Cameroun, Paul Biya. Après la cérémonie d'ouverture riche en émotions, les travaux se sont poursuivis en commission avec, dit-on, d'importantes joutes oratoires qui ont marqué bien évidemment le déroulement et les activités au sein de ces différentes commissions. À quelques heures maintenant de la clôture de ce grand événement, il importe d'esquisser une espèce de bilan à mi-parcours, question de scruter l'horizon. Au regard de l'évolution des travaux, pouvons-nous affirmer que nous sommes sur la bonne voie? Le déroulement du grand dialogue national présage-t-il une fin heureuse? La sortie au vitriol du sultan roi des Bamoun ou encore le retrait de quelques figures emblématiques de l'espace politique camerounais peuvent-ils marquer profondément ces travaux ou doit-on tout simplement les ranger dans les anecdotes? 237 débat ouvre le débat ce soir. Merci madame, messieurs de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 le débat ce soir, maître Simon-Serge Kaka, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Kinox Télévision et bonsoir à tous les copanélistes. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous êtes président de l'association des juristes d'Afrique pour la bonne gouvernance. Bien entendu. Merci d'être venu. Docteur Etienne Kenfak, bonsoir. Et bonsoir Duval. Merci d'être sur ce plateau avec nous ce soir. C'est toujours un plaisir. Alors, vous êtes enseignant, vous êtes au département de droit public. Oui. À la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Merci également à vous d'être venu, docteur Luison Estoma, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinox TV. Je salue les autres copanélistes qui sont avec moi sur ce plateau. J'espère que nous aurons les arguments nécessaires pour pouvoir captiver l'attention de tous les nombreux téléspectateurs qui nous regardent, surtout que le sujet est d'intérêt général et touche l'intérêt supérieur de l'État, de la nation du Cameroun. Vous êtes enseignant de droit public, vous êtes département de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Merci infiniment d'être venu. C'est bien ça. Docteur Isaac Issamé, bonsoir. Bonsoir à tous et merci de l'invitation. Voilà, vous êtes enseignant des sciences politiques. C'est cela. Je commence avec vous, docteur Isaac Issamé. Vous avez certainement regardé la cérémonie officielle d'ouverture du grand dialogue national. C'était lundi dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. Alors, en regardant cette cérémonie, qu'est-ce que vous êtes dit? Vous êtes dit, ça démarre plutôt bien, ou bien vous aviez quelques appréhensions? Disons que tel que la cérémonie a été engagée, avec le mot du responsable de la ville, délégué du gouvernement avant que le Premier ministre ne donne le ton, l'entrée en scène des anciens combattants sécessionnistes a créé une sorte d'émotion et tout ce qui a été exprimé a précisément indiqué que la suite pouvait être bon parce qu'on a écouté les uns et les autres qui reconnaissaient un peu leur tort, qui étaient entrés en conflit avec le gouvernement de la République qui avait fait du mal à cette République-là et qui demandait pardon et qui indiquait justement qu'il ne souhaitait plus retomber dans ces travers-là. Alors quand on a écouté cela, on a eu envie d'écraser une lame et on s'est dit le dialogue avait vraiment commencé. Même si jusque-là, effectivement, on a eu ceux qui ont déposé des armes, mais ceux qui continuent à combattre ou leurs représentants, on ne les a pas vus. C'est peut-être ce qui, dès le premier jour, a laissé penser que, tout ne sera pas complètement rose. Vous, en tant qu'analyste politique, en observant ces éléments-là, vous êtes dit quoi? Vous avez le sentiment que c'était, une orchestration bien réussie qui donnait le ton de ce qu'effectivement ce dialogue allait être, un moment important dans la vie de la nation, ou bien vous êtes dit, ce sont des séquenciations peut-être qui arrivent de façon impromptue et qui peut-être traduisent la sincérité des acteurs
pour ce qui est de cette question de dialogue national? Lorsqu'on regarde dans les faits, pour avoir quand même suivi avant que certains combattants avaient déposé les armes avec l'organisme qui avait été créé à cette fin-là, il n'était pas étonnant de les voir, surtout qu'on a vu un carré lors du défilé. Mais donc, commencer par eux n'indiquait pas que c'était une mise en scène, même si en apparence, on aurait pu penser à cela. Mais lorsqu'on regardait les précédents, notamment le défilé de ces combattants-là, et puis les cérémonies qui avaient eu lieu, bon, on s'est dit, voilà quand même des gens qui veulent aller au fond de l'affaire. C'est vrai que pour nombre d'acteurs, ça paraissait comme une mise en scène, mais lorsqu'on les écoutait parler, tout donnait l'impression précisément que ça venait du fond du cœur, que en fait c'était des gens qui avaient été sur le terrain, qui avaient combattu et qui avaient décidé de renoncer à cette violence-là pour faire la paix avec la République. Maître Simon Serge Kakak, au finish, c'était un moment important, ce témoignage des ex-combattants qui ont pris la parole à cette cérémonie d'ouverture du Grand Dialogue National. Oui, Duval, permettez-moi de faire observer que lorsqu'on a suivi ces ex-combattants sécessionnistes, le sentiment qui se dégageait, c'était qu'il y avait un brin de sincérité qui se dégageait et que en fait on plantait là les décors du pardon et d'une véritable réconciliation. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, on ne peut pas se réconcilier si on ne reconnaît pas ses torts. Bon, ça c'est déjà quelque chose de positif. Mais moi, il y a autre chose qui m'a marqué lors de cette cérémonie. C'est la sortie d'autres personnes, d'autres personnalités qui a laissé transparaître une espèce de sincérité dans les discours. Et à ce moment-là, je pensais que peut-être quelque chose de sérieux allait sortir de ce dialogue. Donc, parce qu'au-delà de l'émotion qu'a suscité la sortie des ex-combattants sécessionnistes, il faut quand même, par exemple, vous rappeler la sortie du sultan roi de Bamoun, qui a posé un problème, j'allais dire, que tout le monde reconnaît. Même l'élite politique au pouvoir aujourd'hui a reconnu dans ce discours quelque chose de très profond. Et tout de suite, beaucoup d'observateurs ont pensé que ce qui allait se dessiner par la suite allait être quelque chose d'assez, j'allais dire, d'assez positif pour notre pays, qui a besoin, j'allais dire, des gens comme ça, qui posent les problèmes de manière crue. Parce que, vous savez, si on ne pose pas... Avant de revenir sur la sortie du sultan roi de Bamoun, sur le cap fixé par le Premier ministre chef du gouvernement, est-ce qu'en écoutant le message du Premier ministre, vous avez eu le sentiment que le cadrage était parfait? Non. C'est justement à ce niveau que personnellement j'ai eu beaucoup de réserves à émettre. Parce que en fait, lorsque j'ai suivi le cadrage du Premier ministre, j'ai eu le sentiment et même la conviction que c'était une sorte de camisole de force qu'on imposait au commissaire. Parce que là, on avait l'impression qu'il y a des sujets qu'on évitait. Or, moi je pense que pour que ce dialogue produise l'effet escompté, il ne faut pas qu'il y ait des sujets tabous. Et de deux, il faut que tout le monde se sente concerné. Et lorsqu'on adopte une posture qui fait qu'on évite de parler de certains sujets, cela donne l'impression, j'allais dire, de biaiser le débat dès le départ. Alors, c'est votre avis, Dr Kenfak, je veux dire, le cadrage fait par le Premier ministre chef du gouvernement dans son discours d'ouverture, est-ce que cela vous a donné l'impression que les participants à ce grand dialogue national commençaient à se sentir à l'étroit dans une sorte de camisole de force? Cette cérémonie d'ouverture de ce grand dialogue qui a été tant réclamé et qui enfin a été jugé nécessaire d'être organisé par le président de la République et qui s'est tenu dans un lieu qui peut-être deviendra un lieu de souvenir, le Palais des Congrès, qui, comme vous le savez, est le lieu qui abrite les travaux du Sénat, qui est la chambre du Parlement qui représente les collectivités territoriales. Donc l'ensemble des Camerounais des différentes régions rassemblés dans ce lieu
pour dialoguer. La musique, je vais dire ça comme ça, a été bien réglée. Et le discours du Premier ministre ne s'est pas écarté du discours du président du 10 septembre. En fait, ce discours était parfait. Il était parfait, pourquoi? Parce qu'il était dans la suite, dans la droite ligne de ce que le président de la République a fixé. Et le Premier ministre a tenu à le préciser comme un chef d'orchestre qui veut que dans l'harmonie qui a déjà été programmée, qu'il n'y ait pas de disharmonie, qu'il n'y ait pas de fausses notes. Donc, on a vu comment, à certains moments, il a dû recadrer un certain nombre de choses. Et donc, ceux qui sont allés au dialogue savaient, on l'a dit, et certains l'ont encore mentionné sur ce plateau même il y a quelques jours, que le discours du président du 10 septembre sera considéré comme la Bible de ce grand dialogue. C'est ce qui se passe. Donc, si des personnes se sentent prises au piège, je crois que c'est parce qu'elles auraient été tout simplement naïves. Et on peut donc comprendre pourquoi, selon des témoignages qui ont été faits par des reporters qui sont dans les coulisses du Palais du Congrès, on a vu le Premier ministre recadrer un certain nombre de personnes, vous l'avez indiqué tout à l'heure, lorsque on a eu le sentiment effectivement qu'elles essayaient de s'écarter de la voie, de la ligne qui était tracée. Et on fait allusion notamment à cette sortie du sultan roi de Bamoun. On a bien appris que lorsqu'il a pris la parole pour faire son exposé, eh bien le Premier ministre a réagi en indiquant qu'il n'était pas dans le sujet. Oui, et encore, bon, ne faisons pas des procès d'intention. Je pense que c'est le Premier ministre qui a choisi les personnes qui devaient intervenir à ce stade du grand dialogue. Et par conséquent, il n'est pas possible que la surprise ait été vraiment totale. Le sultan des Bamoun est un ami du président et c'est quelqu'un qui occupe au sein du parti au pouvoir une position qui est enviée par beaucoup. Et donc, dans sa sortie, dans ce qu'il a dit, sincèrement, de ma modeste opinion, je ne suis pas dans les envolées que je vois dans les journaux ou bien sur les réseaux sociaux, parce que nous savons très bien que dans un autre cadre ou alors dans l'histoire politique de notre pays, le parti au pouvoir s'est lui-même parfois créé sa propre opposition afin de mieux atteindre ses objectifs. Docteur Usain Issoma, quelle est votre analyse notamment de ce fait d'actualité qui a retenu, qui a captivé l'attention des uns et des autres, cette sortie du sultan roi de Bamoun qui a fait des suggestions qui, de son point de vue, sont les meilleures qui puissent permettre au Cameroun nouveau de se remettre sur les rails. Il estime que le véritable problème du Cameroun, c'est au niveau de l'alternance politique. Il propose qu'on revoie le code électoral avec une élection présidentielle à 2 tours, avec une limitation réelle du mandat présidentiel, ce qui a été considéré par beaucoup comme étant une surprise. Est-ce que vous mettez ça dans le chapitre des surprises ou bien vous estimez qu'effectivement cela émane ou résulte d'une orchestration bien ficelée? Oui, Duval, pour donner suite à la question que vous me posez, qui est d'ailleurs pertinente, je dois vous avouer que quand j'ai vu et analysé le décor, l'arrivée des personnalités, tout de suite j'ai compris que enfin nous ne sommes pas dans une comédie nationale, qu'il s'agit véritablement d'un grand débat national initié par le président de la République où les fils et les filles du Cameroun, sans discrimination, veulent justement aboutir à quelque chose de probant, à quelque chose d'efficient, à quelque chose d'efficace, qui est justement le retour à la paix et la reconstruction de l'État du Cameroun. Je voudrais partir de l'attitude du Premier ministre, le docteur Joseph John Goutté,
Vous vous rappelez qu'il avait sillonné les zones en crise. Et lors de ces passages au nord-ouest et au sud-ouest, il a tenu des propos qui étaient porteurs d'espoir. Il a dit aux populations, je viens vous annoncer que, enfin le président m'a envoyé de vous annoncer que bientôt sera organisé un grand dialogue où nous discuterons de tout et il sera inclus la forme de l'État. Curieusement, quand le dialogue commence, les cérémonies commencent, le sultan Bombon Dioya, roi des Bamoun, qui est d'ailleurs membre du bureau politique, qui est le président qui représente le RDPC dans la zone de l'Ouest, dans la région de l'Ouest, prend donc la parole. On se rend directement compte que le Premier ministre a estimé que le sultan Bombon Dioya, en réalité, n'avait pas franchi le Rubicon, mais l'avait traversé, le Rubicon. C'est-à-dire qu'en fait, la zone rouge qui était tracée pour que l'on ne la traverse pas, en fait, il l'a traversée parce que, en évoquant les questions de la révision de la Constitution, de l'alternance au pouvoir, de la modification, voire du code électoral, le renforcement de la décentralisation, je crois pour ma part que monsieur le sultan, Sa Majesté le sultan Bombon Dioya, avait justement mis le pied sur la fourmilière. Et à partir de là, il a touché le cœur du problème. Parce qu'en réalité, ne restons pas sur des éléments périphériques. Parce que j'essaie de voir les commissions qui ont été mises en place. Je crois, Duval, pour ma part, à mon modeste avis, que la crise aujourd'hui anglophone qui sévit repose sur deux problèmes. Avant de faire l'analyse sur le fond, oui. Vous avez écouté le docteur Kenfa tout à l'heure qui semblait y mettre des doutes sur la sincérité de griffe de cette sortie du sultan roi des Bamoun. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Parce qu'il semblait indiquer que on ne peut pas donner l'impression d'être surpris par une sortie comme celle-là, comme pour dire que dans un événement comme celui-là, tout en principe doit être contrôlé et réglé et qu'un discours ne peut sortir de nulle part pour surprendre les gens. Pas du tout. Moi, je m'attendais justement à ce que le sultan porte l'estocade. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il fait une sortie tonitruante. On se rappelle que déjà, il s'était opposé à la révision de la Constitution en 2008. Le 14 avril, la révision du 14 avril 2008, il s'en était opposé. Et cela lui a valu une disgrâce dans ses rapports avec le président de la République, parce que plus tard, ils sont entrés presque en conflit. Du moins, il y a eu des rapports d'opacité et surtout de tension entre eux. Le président, vous avez vu, lorsque Bobo Dioya, juste après sa sortie sur la révision, sur le refus de ce que la Constitution soit révisée, on avait vu qu'au palais, le président ne l'avait pas salué avec entrain et détermination, comme il a souvent fait. Et on l'a vu, à un moment donné également, dit qu'il a demandé au président de la République de ne plus se représenter à la magistrature suprême. Donc, moi, je m'attendais à cette sortie. C'est-à-dire qu'en réalité, je me suis dit, la seule personne qui avait la carrure, l'envergure et surtout la tessiture de pouvoir dire quelque chose d'important et d'influencer la nature de ce dialogue, c'était bien sûr lui, le sultan Bombon Dioya. Et je pense que, M. Duval, je voulais finir par là, le point qui soulève, d'ailleurs, on va le développer tout à l'heure, quand il parle aujourd'hui de la limitation du mandat présidentiel, c'est un sujet capital. Parce que quand on regarde aujourd'hui au niveau de l'Afrique centrale, ou du moins de l'Afrique en général, mais beaucoup plus de l'Afrique centrale, on se rend compte que c'est en Afrique centrale que les questions d'alternance se posent avec acuité. Vous permettrez qu'on développe ça davantage tout à l'heure lorsqu'on va parler des travaux au sein des commissions, avec bien évidemment ceux qu'on commence à récolter comme premier résultat dans ces commissions. Alors, docteur Issamé, on a également donc parlé de cette sortie du sultan roi des Bamoun. Est-ce que c'est une... Je veux dire, sur l'analyse que fait le docteur Louison Essomba, vous en dites quoi? Vous savez que... Prévisible, imprévisible, le sultan roi des Bamoun? À la fois prévisible et imprévisible. Comment serait pas imprévisible parce que dans l'esprit de la plupart des citoyens, on se dit que lorsqu'on est dans l'ORDPC, il n'y a pas contradiction. Oui, c'est la raison pour laquelle lorsqu'on s'appuie sur la discipline du parti, une voie à suivre, en apparence, on se dit qu'il n'y a pas de débat.
Mais maintenant, lorsqu'on va entrer dans la profondeur des choses, on va se rendre compte qu'il y a souvent des contradictions au sein du RDPC même, au sein de ce parti. Donc ça peut exister. Et si vous regardez, quand on a atteint un certain âge, on n'a plus peur. Hein. On n'a plus peur. On peut dire un certain nombre de choses. Vous vous rappelez de la sortie du fonds Mokete. Personne ne s'y attendait pour certains. Mais c'est bien cela. Donc, même au sein du RDPC, il y a des contradictions. Donc on peut relever un certain nombre de choses. Mais quand vous regardez au fond, regardez tout ce que le sultan a proposé. En fait, c'est ce qu'on propose souvent du côté de l'opposition. Il n'a fait que reprendre cela. Il faut bien regarder tout ce qu'il a dit. Qu'il s'agisse de la limitation du mandat, qui est élection à 2 tours. Oui, faites la liste, vous allez vous rendre compte que c'est ce qui a souvent été proposé. Une façon de dire que, même au sein du parti majoritaire, on a conscience de cela. On a conscience de cela en ce que c'est une préoccupation d'une frange de la population quand même. Ça suscite des interrogations, ça gêne. Et il n'est pas interdit, même aux membres du gouvernement, de poser ce problème. Surtout qu'il s'agit d'un point de vue aussi. Il n'impose pas, il propose, entre autres. Il y a plusieurs couches. Mais je veux dire, en analysant d'abord sur la forme ce discours, ou bien cette sortie du sultan roi de Bamoun, de votre point de vue, qu'est-ce qu'il recherche? Parce qu'un homme à cet âge-là, 80 ans, présenté comme un ami du chef de l'État, qui prend la parole dans un cadre comme celui-là, un cadre pourtant bien fixé, avec des limites bien indiquées, pour faire de telles observations, cela ne peut pas être anodin. Nous sommes toujours dans la forme. Je vous ai dit que avec un certain âge, on n'a plus peur, on dit des choses. Moi, je pense que dès le départ, il a voulu susciter la réflexion. Et pour lui, puisqu'on avait déjà déterminé à l'avance le cadre dans lequel on devait discuter, alors lui, il a choisi de faire quoi? D'entrer dans les problèmes fondamentaux des Camerounais. En fait, ce qui gêne, ce qui entraîne l'énervement des uns et des autres, il a voulu ramener ça sur la table pour qu'on comprenne que même comme on est en train de débattre là et qu'un carnaval a été dessiné, il y a des problèmes de fond qu'il ne faut pas oublier. Sinon, même à la fin, on reviendra à la préoccupation fondamentale qui est celle de l'épanouissement. Parce que tout ce qui se passe là, vous allez beau multiplier les thèmes, la question demeure. Comment faire pour qu'il y ait développement au Cameroun? Et chacun contribue à sa manière. Maître Kakak, est-ce que, en analysant sur le fond cette sortie du sultan roi de Bamoun, est-ce qu'il est vraiment hors sujet? Non, je ne pense pas que le sultan roi de Bamoun soit hors sujet. Vous savez, tout à l'heure, il y a le docteur Kenfak qui a fait observer que le Premier ministre a voulu recadrer le sultan en restant sur la ligne tracée par le chef de l'État. Mais lorsque vous faites l'exégèse du discours du 10 septembre dernier, les discours du chef de l'État, bien entendu, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, le chef de l'État, tel qu'il s'est adressé aux Camerounais, a voulu nous dire que dans le dialogue national qu'il avait convoqué, on allait parler de tous les sujets. Parce que lorsqu'il invite même les groupes armés, cela veut dire quoi en d'autres termes? Tout le monde sait que les groupes armés dont il parle, il y a les sécessionnistes. Parmi ces groupes armés, il y a les sécessionnistes qui posent un problème. Donc, vu sous cet angle, même le problème de la sécession, en réalité, n'était pas écarté. Bon, c'est vous dire quoi? C'est vous dire que lorsqu'on a suivi ce discours, le sentiment général qu'on a, c'est que c'est un dialogue qui allait permettre aux Camerounais de poser tous les problèmes qui constituent la pomme de discorde et qui allait nous permettre, au sortir de ce dialogue, d'aboutir à un consensus national qui allait nous permettre de mettre en place un nouveau système de gouvernance. Voilà comment nous autres nous comprenons le discours du chef d'État. Donc lorsque le sultan roi de Bamoun prend la parole lors de la cérémonie d'ouverture, je pense qu'il reste dans cette posture. Donc pour moi, il n'est pas au sujet. Maintenant, ce que je veux également faire observer, c'est que contrairement à ce qui est répandu dans l'opinion, la vraie opposition au RDPC, c'est tout dans le RDPC. Vous comprenez? Ne pensez pas que tout le monde dans le RDPC parle de la même façon.
il y a beaucoup de voix divergentes dans ce parti qui font que lorsqu'il y a des occasions comme ça, il y a toujours des gens qui ont le courage de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas, ou bien ce que le peuple pense tout bas. Vu sous cet angle également, je ne pense pas que le sultan roi de Bamoun soit hors sujet. Et dans ce sillage, justement, on a observé cette sortie de Saint-Oula Bidoum, critiquant un tout petit peu la manière dont, je veux dire quoi, les commissions, par exemple, étaient organisées, le casting des personnalités qui ont été choisies au sein des différentes commissions pour mener les débats et proposer des résolutions et des recommandations dans le sens de trouver des solutions réelles à la crise anglophone. Je pense que Saint-Éloi n'est pas seul dans cette position. Bon, c'est pas pour trahir un secret. Ce jour, je suivais un autre membre du RDPC, je crois, comment il s'appelle, Mouti Ambassa, qui s'exprimait dans une radio, qui disait clairement qu'il n'approuve pas ce qui s'est passé. Et avec la mise en place de ces commissions, parce que tout le monde constate que le chef du gouvernement, dont le Premier ministre, s'est mis dans une posture unilatéraliste. Donc en fait, c'est assez pour faire des commissions. Donc beaucoup estiment que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Donc pour ce que je veux dire en fait, c'est que Duval, la vérité c'est que beaucoup de gens, en allant à ce dialogue, même ceux qui sont dans l'élite politico-gouvernementale, ils sont allés avec la ferme conviction d'apporter leur contribution à la normalisation de la situation sociopolitique au Cameroun. Et vous tous savez que pour normaliser notre situation sociopolitique, il ne faut pas qu'il y ait des sujets tabous. Et puis il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on adopte une posture qui exclut certains Camerounais. Vous comprenez? C'est ça qui donne un peu un sentiment de déception. Beaucoup de gens aujourd'hui, si vous faites une fausse populaire là, vous allez vous rendre compte que beaucoup de Camerounais sont un peu exaspérés, beaucoup de Camerounais sont un peu déçus par le déroulement de la situation. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas posé les vrais problèmes. Donc pour revenir sur le sultan roi de Bamoun, je pense que c'est quelqu'un qui a un certain âge. Et c'est quelqu'un qui a toujours brillé par une certaine indépendance d'esprit. Comprenez, c'est pas quelqu'un qu'on peut gérer comme une marionnette. Donc il est venu là effectivement avec la ferme détermination d'apporter sa modeste contribution à la normalisation de la situation. Et il sait pertinemment que pour atteindre cet objectif, il faut poser les vrais problèmes. Parce que si on ne pose pas les vrais problèmes, ou bien si on ne pose pas les vraies questions, on n'aura jamais de vraies solutions. Alors, si on examine, docteur Kinfak, les observations qui sont faites par le sultan roi de Bamoun, en les analysant et en essayant peut-être d'apporter des solutions, est-ce que cela pourrait impacter la résolution de la crise dans la région du nord-ouest et du sud-ouest? Autrement dit, je suis en train de poser à peu près la même question que j'ai posée à Maître Carr, à savoir, est-ce que le sultan n'est pas hors sujet? Duval, le sultan est hors sujet. Il est absolument hors sujet. Lorsque vous lisez, pour ceux qui ont écouté et qui ont lu le discours d'ouverture du Premier ministre, il a cité, et les références au chef de l'État apparaissent 13 fois pour un discours de 13 pages. 13 fois, le Premier ministre a cité le chef de l'État. Le chef de l'État a convoqué le dialogue et il a fixé les limites du dialogue. Il aurait pu, comme il a cité les autres éléments qui font aujourd'hui les différentes commissions, il aurait pu dire la forme de l'État. Le président ne l'a pas dit. Comme pour laisser tout le monde dans l'incertitude. Peut-être le sultan se souvient de la tripartite en 90. La question constitutionnelle n'était pas inscrite à l'ordre du jour de la tripartite. Mais lorsque les différents membres de cette tripartite, les différents représentants des corporations et des partis politiques se sont retrouvés, ils ont décidé d'inscrire la révision de la Constitution au nombre de l'ordre du jour de la tripartite. Et une troisième commission... Avec au finish, la question de la limitation du mandat présidentiel a été inscrite. Ouais. Ce n'était pas à l'ordre du jour au départ, mais on l'a mis à l'ordre du jour. Peut-être le sultan se souvenait de ça et il a pensé que en ouvrant ainsi cette brèche, on allait s'y enfoncer. Sauf que le Premier ministre a peut-être écouté le président, il a lu le président de manière
stricte et de manière fermée. Je ne pense pas que le Premier ministre n'ait pas discuté avec le président de la manière avec laquelle il fallait conduire ces travaux, de différentes commissions qu'il fallait mettre sur pied. Je suis d'accord avec vous. Déjà, le docteur Essamé le disait. Ce dont parle le sultan, la limitation du mandat, la révision du code électoral, le scrutin présidentiel à 2 tours, n'est absolument pas nouveau. Il n'y a absolument rien de nouveau là-dedans. Donc, ne faisons pas comme si soudain, on découvre que, il y a des choses dans ce pays auxquelles on n'avait pas pensé depuis. Non. Ce sont des choses des éléments qui, pour revenir à votre question, des rapports. Donc, on n'est plus dans les si, on en discutait. Il fallait, comme peut-être à la tripartite, dès le début des travaux, dès le 1er juillet, dès le 30 septembre, faire en sorte que le président soit, peut-être comme en 90, mis devant les faits accomplis qu'on a créé une commission qui parle de la forme de l'État. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas exclu cela. Maître Kaka relevait, je crois bien, ou c'est le docteur Luison, lorsque le Premier ministre est rendu dans les zones anglophones, il a dit que parmi les discussions, on ne va pas exclure la forme de l'État. Et en convoquant les sécessionnistes, c'est bien évident, oui, des personnes qui ont pris des armes parce qu'ils veulent se séparer, ils veulent quitter le territoire. Donc, ils veulent que la forme de l'État change. On ne peut pas dire que on va les appeler et leur préoccupation principale, essentielle et peut-être même la seule, oui, mais là, ça rejoint notre polémique, docteur Kenfak. Est-ce qu'on peut considérer ceux qui sont là, ces soldats, ces ex-combattants, comme étant ceux qui représentent les sécessionnistes? Parce que là est toute la question. À partir du moment où ils sont sortis de la brousse, oui, et ils sont venus à ce grand dialogue national et ont reconnu qu'ils sont trompés en portant les armes contre la République, est-ce que ce n'est pas une manière de renoncer à leur projet initial qui était la sécession? Duval, vous savez comment fonctionne l'armée. Dans l'armée, il y a des soldats, il y a des officiers subalternes, il y a des officiers supérieurs. Et lorsqu'on est dans le cadre d'une guerre ou d'une belligérance, on sait qui a l'autorité pour signer la reddition. On sait qui a l'autorité pour dire aux soldats de déposer les armes. Un soldat ou quelques soldats ou une compagnie qui rend les armes n'empêche absolument rien. L'autorité, les donneurs d'ordre, les généraux, si on peut les appeler ainsi, ceux qui sont capables de dire aux troupes, nous avons discuté et voici le consensus auquel nous sommes arrivés et nous vous demandons de déposer les armes. Que des soldats viennent, comme on en a vu à l'ouverture des travaux, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les rangs de ces belligérants diminuent. Mais est-ce que les personnes qui sont à leur tête, parce que ce sont des groupes armés qui ont quand même une certaine organisation, il y a des chefs, est-ce que ces chefs sont venus afin que le consensus se fasse avec ceux qui ont dans tout groupe l'autorité pour prendre des décisions, pour signer des redditions, pour ordonner le cessez-le-feu ou le dépôt des armes? C'est la question. On a entendu l'honorable Joshua aussi tout à l'heure chez Equinox Télévision indiquer justement qu'il a reçu des coups de fil d'un certain nombre de personnes considérées comme, je veux dire quoi, ces combattants qui sont dans les brousses et qui ne demandent qu'avoir des garanties de venir participer à ces échanges-là et d'apporter leur contribution pour résoudre le problème dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Je voulais juste le préciser à la suite du docteur Kenfa pour indiquer effectivement que ce problème s'est posé depuis le début. Certains ont d'ailleurs suggéré une sorte de levée, comment on appelle ça, l'amnistie. Non, pas d'amnistie, bon, enfin. Il y a des mandats, de lever les mandats d'arrêt. La levée des mandats d'arrêt. De poursuite. Non, pas l'arrêt qui avait été lancé. Oui, contre eux, pour leur permettre effectivement de venir participer aux travaux, mais il y a eu comme une sorte de fin de non-recevoir. Alors, peut-être mettre Kakak en quelques secondes, et puis docteur Issouba.
Non, moi je voulais juste rebondir sur ce que disait le docteur Kinfak. Parce qu'en fait, lorsqu'on a bien lu le discours du chef de l'État, vous comprenez, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que l'un des objectifs recherchés par le dialogue par lui convoqué, c'est la cohésion nationale. Il a prononcé même le mot, la cohésion nationale. C'est pour ça que lorsque vous prenez même la liste des commissions, je pense qu'il y a une commission qui parle également de la cohésion nationale. Bilinguisme. Oui. Et normalement, donc, quand la cohésion nationale est fragilisée, cela pose un problème. Cela veut dire qu'il y a des sujets qui constituent la pomme de discorde. Cela veut dire, en d'autres termes, que pour que cette cohésion nationale soit retrouvée, il faut qu'on pose des vrais problèmes. Je pense que c'est dans cette posture que s'est inscrit le sultan roi des Bamoun. C'est pour ça que je pense, de mon point de vue, je continue à le dire et je le dirai toujours, il n'est pas sorti du sujet parce que il a dit, voilà des choses qui fragilisent notre cohésion nationale. Quand on parle d'un système électoral dans un pays, c'est quelque chose de fondamental qui fait que lorsque ce système électoral présente des lacunes, il ne permet pas au peuple souverain de pouvoir choisir ses représentants. La cohésion nationale prend un coup. C'est pour ça que je continue à penser que, en posant les problèmes qu'il a posés, il n'est pas hors sujet parce que de son point de vue, la résolution de ces problèmes peut apporter des solutions. Et surtout que le chef de l'État lui-même a précisé dans son discours que l'objectif fondamental recherché par le dialogue, c'est de ramener la paix dans les deux régions, il a dit. Et vous-même tout à l'heure, docteur Kenfa, vous l'avez dit, vous avez dit tout à l'heure que lorsque les sécessionnistes posent des problèmes, lorsque ils décident de prendre la direction qu'ils ont décidé de prendre, cela veut dire qu'ils posent la question à la forme de terre. Mais moi je compléterai plutôt en disant que cela veut dire qu'ils remettent en cause des choses qu'on implémente, mais qui malheureusement fragilise notre cohésion nationale. Donc, c'est pour vous dire que, pour moi, le sultan roi des Bamoun est bien dans le sujet. Il s'agit tout simplement, pour le Premier ministre, j'allais dire de comprendre que ce qui est posé comme problème par le sultan roi des Bamoun peut contribuer au règlement global du problème. Docteur, c'est moi qui ai votre avis sur cette question-là. Est-ce qu'on peut... Il est vrai qu'à un moment donné, on a entendu dire qu'il y avait certains aspects dans les accords préparatoires, dans la préparation des accords de Fumban, ou encore même dans les accords de Fumban, qui stipulaient à un moment donné une sorte de rotation de pouvoir entre le Cameroun, l'ex-Cameroun occidental et l'ex-Cameroun oriental. Est-ce que ce n'est pas dans ce sillage que s'inscrit cette suggestion, cette observation du sultan roi de Bamoun? Moi, je pense que, revenons un peu de manière rétrospective sur le discours du président, en quelques points. Il a dit, j'ai convoqué le dialogue national inclusif. Y participeront les forces de défense, les parlementaires, les intellectuels, les sécessionnistes, s'ils pourront venir, les chefs traditionnels. Il a cité une kyrielle de personnes. Et il a dit à la fin, si je ne m'abuse, il a dit, tous les sujets seront abordés sans tabou. Et le président, à partir de cette expression, les propos du sultan Bobo rentrent mais plus loin, il dit dans le cadre de la Constitution. Oui, mais écoutez, là aussi il a dit. Oui, là aussi il a dit. Regardez, j'ai planté le décor en indiquant clairement que quand le Premier ministre va dans les zones en crise, il dit, le président m'envoie, je suis porteur des messages, nous allons discuter de tout, et même de la forme de l'État. Plus tard, c'est le ministre de l'administration territoriale qui, dans une chaîne étrangère, a fait une annonce fracassante en disant, tout sera dit, sauf la forme de l'État. Finalement, on se rend donc compte que, dans ce duel à ciel ouvert, Atanga a finalement raison sur le Premier ministre, parce que le Premier ministre n'est pas cohérent avec lui-même. Parce qu'ayant annoncé dans les zones, dites que nous allons parler de tout. Mais arrivé sur la question de la forme de l'État, il dit non, cela ne peut pas être évoqué. S'il fait un recadrage, moi je pense pour ma part que les accords de Fumban, et effectivement, quand le sultan propose un scrutin majoritaire à 2 tours, il y a eu un duel. Une limitation de mandat. D'abord, une limitation de mandat, parce que vous savez que... 2 fois 5 ans.
Oui, parce que vous savez qu'en réalité, la limitation du mandat, quoi qu'on dise, permet quand même, participe de la rotation des dirigeants politiques à la tête du pouvoir politique. Et cette rotation donc, peut permettre, autant que faire se peut, d'avoir des dirigeants nouveaux, un peu comme le disait le professeur Yaoundé, par le phénomène de la démocratisation, on arrive à introduire des nouvelles idées, on arrive à introduire des nouvelles personnes. Je pense pour ma part que le sultan Bombo Ndoya a simplement mis le doigt où ça fait mal. Parce que quand on regarde bien ce qui a été, ce qui est fait, on a l'impression, et c'est même pas une impression qui se dégage, que tout a déjà été préalablement arrêté. C'est-à-dire que vous avez vu la constitution même des commissions, il y a un des membres d'une commission qui n'est même pas au pays. Ça veut donc dire que tout avait été structuré dès le départ et que, en fait, les commissions qui sont formées sont celles qui avaient déjà structuré bien avant la présence des uns et des autres. Donc moi, je pense que, je l'ai évoqué, vous savez, en droit, on dit la forme conditionne le fond. Au niveau de la forme, on se rend compte qu'avec les différentes crispations qui naissent et frustrations qui naissent, ou déjà, si vous avez parlé de Saint-Éloi Bidoum, du RDPC, vous avez vu aujourd'hui la sortie des autres membres, des protagonistes de l'opposition, les Jean-Jacques Ekindi, Ali Sadio et bien d'autres, démontrent à suffisance que les points focaux qui méritaient d'être posés sur la table afin de ramener la paix sont en train d'être plutôt mis de côté pour ce qu'on appellerait un effet de cosmétique, pour qu'on n'aboutisse justement pas à la résolution de cette crise et ramener au Cameroun la paix qui est tant escomptée. Monsieur Duval, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on se rend compte que les sécessionnistes attendent deux choses, ou du moins tous nos frères des autres querellés, c'est-à-dire du nord-ouest et du sud, attendent deux choses. La première chose, ils attendent le fédéralisme. Et la deuxième chose, la seconde, parce qu'il n'y aura pas une troisième, la seconde chose, c'est que ils attendent justement qu'au niveau de l'exercice du pouvoir politique au sommet, qu'ils aient une chance d'avoir l'occasion un jour qu'ils aient un président venant, soit de Bamenda, soit de Boya. Parce que je vais vous dire une chose. Quand le sultan Bombo Ndoya parle justement de l'alternance, aujourd'hui on peut réfléchir, peut-être que nous allons aboutir sur des propositions, mais imaginez-vous qu'on crée un poste de vice-président de la République où on nomme un anglophone. Et en cas de départ, ou de décès ou de démission du président, c'est lui qui accède au pouvoir. Vous voyez donc qu'il y a là un mécanisme substantiel qui peut permettre à un anglophone de devenir président au Cameroun. Parce que quand Bombo Ndoya pose la question de l'alternance, il est conscient de ce que si on reste dans la logique démocratique de l'élection, aucun anglophone probablement ne peut pas, parce que compte tenu du fait majoritaire, les francophones sont majoritaires, ce sera bien difficile pour qu'on ait un anglophone président de la République. Donc moi je pense pour ma part que c'est un des points très importants. Donc le Bombo Ndoya n'est pas sorti justement du cadrage. Alors, docteur Issamé, en observant le déroulement des travaux, en tout cas depuis l'ouverture, on a parlé tout à l'heure de cet émoi, cette consternation suscitée par les témoignages des ex-combattants. On a parlé de ce discours de cadrage du Premier ministre et chef du gouvernement à l'ouverture de cette cérémonie, notamment de ce grand dialogue national. Mais il y a eu d'autres faits. On parlait à l'instant de cette sortie au vitriol du sultan roi des Bamoun. Mais à côté de cela également, il y a d'autres événements. On a parlé d'un certain nombre de leaders politiques, des figures emblématiques, on va le dire, de l'opposition camerounaise qui ont, pour une raison ou pour une autre, décidé de quitter la salle des travaux. Est-ce que tous ces éléments-là mis bout à bout amènent à conclure qu'on est sur la bonne voie pour ce qui concerne la recherche des solutions par rapport à cette crise anglophone-là, ou bien vous estimez que ce sont des événements ou des faits mineurs qui ne peuvent en rien influencer considérablement le cours des événements? Tout cela laisse penser qu'il y a débat et que de ce débat-là, les points de vue ne convergent pas toujours. Et ce sont précisément ces faits-là qui donnent raison au docteur Temfa. Pourquoi?
Vous voyez que lorsque le leader, par exemple, du SIF a parlé, il est allé sur la forme de l'IFTA, il a été recadré. Une manière de lui dire que vous n'êtes pas dans le cadre qui a été fixé. Ça a été la même chose avec le sultan Boubou Ndioya. Lorsqu'il a fait ses propositions, on lui a rappelé tout de suite qu'il n'était pas dans le cadre. Autrement dit, à chaque fois, on leur rappelait qu'ils étaient hors sujet. Hors sujet par rapport au canevas qui avait été déterminé. Maintenant, les questions que les uns et les autres abordaient sont précisément des questions qui intéressent l'opinion, qui intéressent la plupart des acteurs, qui intéressent même ceux qui ont pris les armes, qui intéressent même ceux qui, après l'élection, continuent à contester. Autrement dit, ce sont des questions majeures auxquelles il faudrait adresser des solutions. On peut donc comprendre que pour ces différents acteurs qui sont en train de quitter la scène, qui sont en train d'abandonner le dialogue, c'est précisément parce que beaucoup avaient espoir que malgré les thèmes qui avaient été mis au devant de la discussion, on pouvait, comme à la tripartite, aller au-delà. Encore que, il vous souvient que le vice-président de l'UDC a martelé cela, M. Sambaka, tout le temps, qu'il ne faut pas avoir des appréhensions à l'intérieur. On pourra même venir sur des questions qui n'ont pas été indiquées dès le départ. Donc, malgré cela, on s'est rendu compte que ces acteurs ont été déçus pour quelques-uns. Pas qu'ils ne savaient pas quel était le cadre indiqué. Ils se sont simplement dit que sous le feu de l'action, on pouvait évoluer, surtout que ces questions-là touchaient à l'essentiel. Mais là, on parle notamment de Alice Sadio, la présidente de l'AFP, on parle de Jean-Jacques Ekindi, qui est revenu aux dernières nouvelles. Voilà, et surtout de Maître Akere Mouna, oui, le président du mouvement Naon, qui a décidé de quitter la salle et qui a expliqué en long et en large, que ce soit son compte Twitter ou à travers les réseaux sociaux, les raisons pour lesquelles il a décidé de quitter les travaux. Mais vous, en tant qu'analyste politique, je veux dire, ce retrait-là, comment est-ce qu'il faut le comprendre? Est-ce que on peut considérer cela comme étant stratégique? C'est une sorte de pression? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le cours des événements? C'est stratégique au plan politique. N'oubliez pas que tous ceux qui s'en vont là sont des acteurs politiques. Et en politique, il faut toujours marquer l'histoire. Il faut être parmi ceux qui sortent du lot lorsqu'il y a un certain nombre de conformités qui essayent de se dégager. Donc on peut les comprendre maintenant. Si vous regardez leur électorat, vous regardez pour certains les chiffres qu'ils ont souvent fait au niveau des élections, vous voyez qu'ils ne pèsent pas de ce point de vue-là. Mais au plan de l'opinion, du marquage, ça a une influence considérable. La preuve, Monsieur Jean-Jacques Ekindi qui revient, il indique qu'il a été rappelé par les services du Premier ministre et qu'on lui a fait un certain nombre de promesses, notamment sur les suggestions qu'il avait fait. Alors, le voir revenir comme ça, s'il est avéré que c'est à la demande des services du Premier ministre, ça veut dire quand même que leur opinion importe et il peut impacter sur la suite des affaires. Donc il y a une influence à ne pas marginaliser, même si vous voulez mon avis, comme vous l'avez indiqué, ce qui va se dire ou se faire jusqu'à la fin, on l'a déjà proposé. Autrement dit, il n'y aura aucune nouvelle proposition qui n'ait été faite avant. Il n'y aura rien qui sera arrêté qui ne se trouve déjà dans les textes, mais qu'on n'applique pas depuis. Vous le verrez au lendemain du 4. Alors, dans un fac, je pose la question de façon simple et triviale. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Lorsqu'on observe le déroulement des travaux jusqu'ici, de l'ouverture, avec tout ce qu'on a indiqué, le cadrage du chef du gouvernement, cette sortie du sultan Roi de Bamoun, et puis maintenant cette démarche, on va le dire, ce retrait d'un certain nombre de figures emblématiques de l'espace politique camerounais,
Malgré tout, on est sur la bonne voie? Être sur la bonne voie, tout dépend de la voie sur laquelle on voudrait être en réalité. Peut-être, lorsque vous écoutez, je vais dire, certains membres des commissions qui appartiennent au parti au pouvoir, les discussions sont franches, elles sont sincères, chacun fait des propositions allant dans le sens de la paix. Et maintenant, lorsque vous écoutez d'autres catégories de personnes, j'ai écouté Joshua aussi ce matin, tout à l'heure au journal, qui est le président de la commission, je crois, du bilinguisme, si je ne me trompe pas. Oui, qui est également très enthousiaste, assez serein, assez optimiste. Voilà. Sur dans la grande majorité, en dehors des cas que l'on a cités de Maître Akere qui a quitté, de Célestin Bédili, je crois aussi, tout semble bien se passer. Par conséquent, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, pourquoi? Parce que le dialogue qui a été tant demandé, les organisations internationales et même les grandes puissances sont entrées dans ce jeu pour réclamer, pour faire pression, pour qu'il y ait un dialogue. Le dialogue se tient. Et l'histoire retiendra que le dialogue, effectivement, s'est tenu. Les forces vives du Cameroun ont été conviées, près de 400. Bon, on peut questionner la dimension. Vous savez, la tripartite, on était à 200. Et il n'y avait que trois entités qui étaient représentées. Donc, dans une perspective aussi large et pour un moment aussi grave que cela, on est à 400. Bon, on ne va pas faire la fine bouche. Donc, pour moi, on est sur la bonne voie telle que le président certainement l'a tracée, mais est-on sur la bonne voie par rapport à l'objectif de ce grand dialogue, c'est-à-dire le retour de la paix au Cameroun, pas simplement dans le nord-ouest et le sud-ouest, parce que la paix, je me rappelle toujours des enseignements de mon enseignant de relations internationales, le feu professeur Mbomé, qui avait ce sujet, la paix est-elle possible entre les nations? Il disait, dans une première partie, dans une certaine mesure, oui, mais au fond, non. Pourquoi? Parce que ne croyons pas que la paix dont nous parlons, c'est simplement dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Le parent qui habite là, je vais dire quoi, là à quoi, et qui n'arrive pas à envoyer ses enfants à l'école, ou alors la mère de famille dont le mari est décédé de l'autre côté de PK28, qui n'a plus les moyens de survivre, de donner à manger à ses enfants, elle n'est pas en paix. Donc, il y a des problématiques qui nécessitaient que l'on s'apesantisse dessus pour arriver à cette cohésion sociale. Et sur ce point-là, je vais dire, nous ne sommes pas sur la bonne voie. Nous ne sommes pas sur la bonne voie parce qu'il y a des questions fondamentales qui ont été éludées par rapport à ce grand dialogue. On ne peut pas, Duval, convoquer un dialogue comme celui-là. Je ne sais pas si c'est le Premier ministre qui a mal compris le président en recadrant tous ceux qui veulent apporter justement des éléments fondamentaux qui vont permettre de construire notre vivre ensemble, de sortir effectivement ce pays de la crise. Que l'on en discute. En fait, c'est ça, on est là pour dialoguer, on est là pour se concerter, que l'on discute. Est-ce que vous êtes en train de questionner le charisme, l'aura ou la capacité du Premier ministre justement pouvoir transcender un certain nombre de choses et de marquer de son empreinte ce dialogue dont les résultats sont fortement attendus par la communauté nationale? Il est possible que le Premier ministre ait compris le président d'une certaine manière, alors que le président attendait qu'il agisse d'une autre manière et qu'il ait justement invité tous ceux qui ont été invités dans cette perspective. Est-ce que jeudi au soir, après la lecture des rapports des différentes commissions, les âmes vont se...
les armes jusqu'à présent ne se sont pas arrêtées. Nous sommes en train de faire un dialogue alors qu'il n'y a pas eu un préalable fondamental qui est de cesser le feu. On ne peut pas, dans un cadre comme celui-là, dire qu'on est en train d'aller dans le bon sens. Si on n'a déjà pas obtenu de ces groupes armés que, ne serait-ce que pour ces 4 jours, que les armes se taisent, je me demande, au sortir jeudi, les résolutions que l'on va lire, est-ce que c'est ça qui vont arrêter les armes? Donc, sur la bonne voie, d'une part, par rapport au discours du président, peut-être, mais par rapport à l'objectif de la cohésion et de la paix, j'émets beaucoup de réserves. Maître Kak, on parle de ces leaders politiques qui, pour certains, ont décidé de claquer la porte. Si on revient sur un certain nombre de cas, pour essayer d'en faire des analyses, si on prend le cas, par exemple, de Maître Akéry Mouna, on va dire quoi? Qu'il est cohérent avec lui-même ou vous direz, comme certains, qu'il fait une espèce de one-man show? Non. Maître Batouni Akéry Mouna n'est pas dans une logique de one-man show. Vous savez, le bâtonnier que je connais très bien a un problème. Et il a toujours exprimé. C'est que ses frères d'expression et de culture anglaise l'ont toujours quelque peu rejeté par rapport à son père, qui avait beaucoup considéré comme un traître. C'est pour ça que, manifestement, son discours ne passe pas facilement chez ses frères des 2 régions. Maintenant, du côté francophone, beaucoup le taxent même de sécessionnisme à fait de quelqu'un qui est proche des sécessionnistes. Donc il est dans cette situation qui fragilise sa position. Donc quand il prend sur lui d'aller au dialogue national, c'est pour que tous les problèmes soient réellement posés. Et je vous dirais même que quand il va, c'est pour que peut-être les erreurs qui ont été commises en 1961 soient corrigées. Vous comprenez? Bon, parce qu'en réalité, lorsque vous avez suivi comment s'est déroulée la conférence de Fombane, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nos frères de ces 2 régions du Cameroun nous reprochent, nous les francophones. Vous comprenez? Et en allant à ce dialogue, le bâtonnier se dit par exemple que on peut profiter de cette tribune pour essayer de normaliser la situation en corrigeant tout ce qui a été imparfait en 61. Et cela rejoint encore, là je reviens encore dessus, cela rejoint encore la sortie du sultan roi de Bamoun, qui, soit dit en passant, se sent un peu concerné. Parce que vous vous souvenez que la conférence de Fombane avait été, comment dirais-je, l'organisation de la conférence de Fombane avait été confiée au ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelait Njoya Aruna, qui a géré cette assise avec le sultan roi de Bamoun de l'époque, qu'on appelait Ndjimo le Sédou. Vous comprenez? Donc quand le sultan fait une sortie par rapport à ça, il faut aussi se mettre dans la posture que non, le reproche qu'on fait aux francophones par rapport à ce qui s'est passé en 61 concerne aussi les Bamoun. Donc c'est un sultanat. Donc il peut avoir cette posture. C'est pour vous dire que aujourd'hui, pour que nous nous demandions si nous sommes sur la bonne voie, il faut d'abord qu'on se pose 2 questions. La première question, Duval, est celle de savoir quel est le premier objectif. Et si nous nous en tenons au discours du chef de l'État, le premier objectif, c'est en réalité le règlement de la crise anglophone. Parce que c'est quand cette crise sera réglée que la paix va revenir. Parce que si on ne règle pas la crise, la paix ne va pas revenir. Aujourd'hui, on peut trouver une paix de façade en trouvant des stratagèmes à Yaoundé qui vont ramener la paix, mais cette paix ne sera qu'une paix de façade. Pour que nous retrouvons la vraie paix, il faut que la crise anglophone soit réglée. Pour moi, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif maintenant, c'est toujours pour rester dans la logique de la question qui nous est posée. Sommes-nous sur la bonne voie? Le deuxième objectif ici, de mon point de vue, c'est trouver la meilleure formule pour mettre en place un nouveau système de gouvernance. Et là maintenant, c'est une situation qui concerne tout le Cameroun. Ça ne se limite pas, ça ne va plus se limiter seulement aux 2 régions anglophones. Ça va concerner tout le Cameroun. Donc, au sortir du dialogue,
Il faut qu'on trouve la meilleure formule de consensus national qui va nous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Lorsque le bâtonnier a joué dans les explications qu'il donne par rapport aux raisons qui justifient son départ, entre autres, il y a la question de la libération d'un certain nombre de leaders politiques qui, de son point de vue, devraient être appelés à la table de négociation. Et on sait que c'est un débat qu'on a souvent eu dans l'opinion, longtemps avant même le discours du chef de l'État. Est-ce qu'on ferait venir tous ces leaders politiques, que ce soit les leaders politiques anglophones ou encore ceux qui, par exemple, ont été interpellés au lendemain dans le cadre de la crise post-électorale? C'est une question qui a été posée. Le bâtonnier Akerouna a évoqué cela, mais on observe, puisque vous avez voulu faire le lien avec ses origines anglophones, qu'il y a également d'autres personnes qui sont considérées comme des leaders dans cet espace-là. On parle du cardinal Toumi, il y a le vice-président du SDF, il y a le président national du Social Democratic Front, qui sont encore à Yaoundé, qui travaillent au sein des commissions et qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour apporter leur contribution dans la résolution de ces problèmes-là. Est-ce que, pris sous cet angle-là, on ne pourrait pas considérer que le bâtonnier Akerouna n'a pas très bien compris le mécanisme? Non. Je pense qu'il a très bien compris le mécanisme. Bon, quand il pose déjà le problème de la libération de certains acteurs politiques importants qui sont aujourd'hui privés de leur liberté, je pense de mon point de vue que cela peut faire partie de ce qu'on appelle les exigences préalables d'un dialogue. On ne peut pas dialoguer, on ne peut pas mener un dialogue d'une telle importance avec des leaders politiques importants dans une situation où ils ne peuvent pas apporter leur contribution. C'est pour ça que beaucoup de gens qui aiment le Cameroun avaient pensé que pour la réussite de ce dialogue, il fallait commencer d'abord par satisfaire à certaines exigences, notamment la libération de ces acteurs politiques. Mais quand vous écoutez un certain nombre de leaders politiques, notamment l'opposition aujourd'hui, il semble indiquer que le problème se situe au niveau de la libération des leaders ou pas. Ils estiment que les travaux se poursuivent assez bien au sein des commissions. Il y a débat, les gens ont la parole, il n'y a pas de... on n'aboutisse rien. Et que la principale préoccupation sera au niveau de ce qu'on fera des résolutions, des recommandations sorties de ce grand dialogue national. Ça veut dire qu'ils ont franchi le cap de l'exigence de la libération des personnes interpellées. Non, je dirais que c'est une lecture très erronée de la situation. Tout simplement parce que, vous savez, la réussite d'un dialogue dépend de la représentativité des participants. Vous comprenez? Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il se passe que lorsque nous faisons un décryptage, pour ne pas dire une exégèse, de notre paysage politique, après la formation politique qu'on appelle le RDPC, il y a une autre formation politique qui occupe le deuxième rang dans l'échiquier. Vous comprenez? Donc, est-ce que c'est normal qu'on débatte des questions qui engagent l'avenir de ce pays? Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est la mise en place de nouvelles bases pour un nouveau contrat social au Cameroun, qui va donc nous permettre de bâtir un nouveau système de gouvernement. Moi, je pense que, vu sous cet angle, il faut qu'on se mette dans une posture de démocratie participative en permettant à tous les acteurs d'y apporter leur contribution. Alors, docteur Issoma, est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Je pose la question parce que on a regardé, il y a eu une polémique à un moment donné sur le casting au sein des commissions, la constitution des commissions, les présidents, les vice-présidents, rapporteurs ou encore même les personnalités ressources au sein de ces commissions-là. Maître Kak insiste sur le rôle qu'aurait joué par exemple le leader du mouvement pour la naissance du Cameroun au cours de ce dialogue-là. Mais on voit bien que d'autres leaders, notamment le troisième à l'élection présidentielle, Cabral Libi, est vice-président dans une commission. On voit bien que Joshua aussi, vice-président national du SDF, quatrième à cette élection présidentielle, est président d'une commission. Pour d'autres, c'est assez suffisant pour observer qu'effectivement, les principaux candidats à l'élection présidentielle, ou ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont retenu l'attention de l'opinion publique au cours de l'élection présidentielle du 7 octobre
derniers sont présents à ces travaux-là et peuvent marquer de leur empreinte, n'est-ce pas, le déroulement de ce grand dialogue national. C'est peut-être bien fait, parce qu'ils y sont, mais je crois que c'est insuffisant. C'est insuffisant. Moi, j'avais pensé plutôt à une autre formule, que lors de la mise en place de ces commissions, que le Premier ministre occupait une place de supervision générale. Et qu'on mette en place 2 présidents, c'est-à-dire, je proposerais comme cela, peut-être Aboma Tchoyi et Christian Tomi, de l'autre côté. Et maintenant, ce sont ces 2 présidents qui assurent la mise en place des commissions. Parce qu'on se rend véritablement compte qu'il y a une forte mainmise du gouvernement dans la mise en place des commissions. Or, si on avait à un moment donné rendu cette formule indépendante, c'est-à-dire qu'on éloigne le Premier ministre, qui joue son rôle de superviseur, on met 2 autres personnes, 2 autres personnalités neutres qui constituent les commissions, je pense pour ma part que ça serait véritablement efficace. Vous avez parlé tout à l'heure de est-ce que nous sommes sur la bonne voie. Je vais rejoindre mon collègue, le docteur Kalfa, pour dire il faut rapidement émettre un avis dubitatif. Parce que quand on regarde d'abord la formule utilisée au départ, vous avez vu, le Premier ministre a fait des consultations, il a reçu un certain nombre de doléances, il a reçu un certain nombre de propositions. On se rend compte que tout cela, au moment du dialogue, me semble-t-il, ne sera pas très bien pris en compte, puisque les travaux en commission vont permettre certainement de d'élaguer et de se pencher sur le canevas qui a été véritablement tracé, c'est-à-dire que la mise en place de ces 8 commissions avec des points précis pour chacune des commissions. Donc moi je pense que le fait tout simplement d'avoir déjà ces multiples retraits qui se manifestent à travers les protagonistes politiques, le fait de n'avoir pas au départ apaiser la situation sociopolitique qui est extrêmement tendue, me semble encore, me met dans la posture ou dans la rampe d'émettre encore un avis dubitatif. Parce que, M. Duval, le dialogue, c'est quoi quand on l'appréhende sous l'angle holistique? Le dialogue, c'est le jalon de la consolidation participative des citoyens. À ce dialogue, donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand on dit on dialogue, il n'y a pas un moment de discrimination des sujets. On pose tous les sujets à la table. Je pense même que le sujet de la sécession devait être posé à la table, en indiquant justement aux sécessionnistes que, voilà, argument pour argument. Le seul fait pour vous de demander la sécession va simplement vous permettre de créer un nouvel État ou de vous associer à un autre État souverain. Mais l'élément le plus criard de cette sécession, qui débouche sur 3 conséquences néfastes, c'est quoi? C'est la division du territoire, c'est la division de l'autorité souveraine de l'État, et c'est la division du peuple. Je prends un exemple. J'ai mon petit frère qui est à Bamenda. Si aujourd'hui, Bamenda a déclaré État d'Ambazonie, ça veut dire que, désormais, mon petit frère et moi, il devient ambazonien, moi je suis camerounais. Et pour aller à Bamenda, je dois demander un visa pour pouvoir rencontrer mon petit frère. Donc on leur explique des conséquences nettes et qui sont néfastes par rapport à la sécession. Et à partir de là, on écarte ce sujet pour revenir donc sur des questions telles que le fédéralisme ou la décentralisation. Encore que, faudrait-il savoir ce qu'on met dans le contenu. Oui. Si un contenant est sans contenu, c'est que ça ne vaut pas la peine. Donc moi je pense pour ma part que on aurait pu, le Premier ministre, j'espère que ce sera corrigible, on aurait pu mettre en place 2 personnalités d'une certaine neutralité, d'une certaine notoriété, d'une certaine compétence, pour essayer donc de conduire de manière neutre les différentes commissions, de les mettre en place et de les conduire, et surtout de revenir et de poser les questions qui sont essentielles et fondamentales. Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on recherche? Le président lui-même, il a déjà dit, on veut le retour à la paix, on veut juguler la crise, et on veut un nouveau système de gouvernance. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure dans le propos en prologomène, on veut la refondation de l'État. Alors, messieurs, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Question précise peut-être pour sortir de ce programme. Docteur Kinfack, quelles sont les résolutions que vous, personnellement, vous attendez de ces différentes commissions qui ont été mises en place et qui peuvent contribuer à mettre
en place un Cameroun nouveau. Il y a plusieurs commissions qui ont été mises en place. On a écouté un certain nombre de responsables des commissions, des membres de la commission. Il y a certaines commissions qui ont commencé très vite et qui ont produit des premières résolutions. Il y a par exemple la commission qui travaille sur la diaspora, qui a déjà fait un certain nombre de suggestions, notamment la question de la double nationalité, la mise en place d'un ministère chargé de la diaspora, ou encore la question de la structuration de cette diaspora-là. Il y a d'autres commissions qui travaillent, qui rendent un certain nombre d'avant-projets, des résolutions qui seront débattues demain jeudi en plénière. Quelles sont, de votre point de vue, d'autres résolutions importantes que vous attendez et qui peuvent permettre de faire naître un Cameroun nouveau, un Cameroun nettement meilleur que celui que nous avons aujourd'hui? Sans minimiser les autres commissions, à mon sens, il y en a deux qui sont fondamentales. La commission du bilinguisme, multiculturalisme et cohésion sociale et la commission décentralisation et développement local. Au niveau de la décentralisation et développement local, si nous restons dans ce cadre-là, je crois qu'il est important que nous donnions à ces termes le contenu qui, ailleurs, a permis justement de prendre en compte les différentes composantes ethniques d'une société. Parce que la multiculturalité ou la multi-ethnicité n'est pas quelque chose de propre au Cameroun. Et donc, à ce niveau, la décentralisation telle qu'elle a été conçue en 1996 a été conçue dans la perspective de maintenir l'autorité de l'État, de maintenir en réalité la centralité de l'État. Il faut donc que l'on cesse par les résolutions qui seront prises, qu'on mette fin à ce qu'on appelle en droit administratif l'homonymie des concepts et la variation du contenu. C'est-à-dire, on prend un terme quelque part et on lui donne un contenu différent dans le cadre de notre État. La décentralisation, elle signifie quelque chose de bien précis. Elle signifie, là, on confie aux populations locales leur propre destin. On leur confie la prise en charge de leurs affaires publiques, la gestion de leurs affaires publiques. Les frères camerounais du nord-ouest et du sud-ouest ont été habitués à ce système pendant près de 50 ans, de 1916 à 1961. Nous ne pouvons pas renier ça aujourd'hui. Or, avec la fédération, il y a eu absorption, parce que ce qui se passe à Fouman en 1961, le Southern Cameroun n'était pas un État, non. C'est la République du Cameroun qui était un État. Donc, cette conférence n'était pas entre deux États, il n'y avait pas égalité. Ils ont été absorbés. Et il faut aujourd'hui que l'on prenne en compte les spécificités de chaque composante, que l'on donne vraiment le contenu qu'il faut, que l'on s'engage résolument vers la prise en compte et la valorisation de notre multi-ethnicité et de notre multiculturalité. Donc vraiment au niveau de la décentralisation, et je sais, j'ai entendu que les débats les plus houleux se sont déroulés à cet endroit parce que c'est pratiquement la seule commission où on pouvait parler de fédéralisme, de la forme de l'État. Donc, pour ne pas aller, je vais dire, au-delà de ce qui a été fixé, si à ce niveau, on peut donner à la décentralisation l'architecture qui permet une réelle autonomie financière et administrative des collectivités territoriales, mettre en place des régions et leur donner véritablement cette autonomie et réduire l'autorité ou l'emprise de l'État sur la conduite ou la gestion des affaires locales, ce sera déjà quelque chose de bien. Et justement, sur la question du bilinguisme, on a écouté le professeur Moukoko
Bonjour, oui. Kokom Bonjo, qui dans cette commission a indiqué effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites au sein de cette commission-là. Il a décrit les frustrations ou ce qu'on peut considérer comme la marginalisation qui apparaît chez les enseignes et pas mal d'autres choses. Banal. Et J'ai fait cette expérience. Et qui paraissent banales, justement. Lorsque j'ai été pour la première fois à Limbé, je vous assure, j'étais surpris de voir les pancartes, les enseignes, c'était en anglais. J'étais surpris parce que à Douala, où je suis depuis 1985, j'ai toujours, tout est en français. Alors que notre constitution, notre loi fondamentale, notre pacte social commun dit que le Cameroun est un État qui a 2 langues nationales d'égale valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une qui est là pour accompagner l'autre. 2 langues officielles. 2 langues officielles. Voilà. Alors, sur cette question, Maître Kakak, qu'est-ce que vous attendez, vous personnellement, vous particulièrement, des résolutions qui sortiront de ces différentes commissions-là, dans le sens de mettre en place un Cameroun nouveau? Effectivement, pour répondre à votre question, Duval, je vais vous dire que personnellement, il y a 3 commissions qui ont retenu mon attention. Il y a la commission, effectivement, du bilinguisme, du multiculturalisme De la et de la cohésion sociale. Il y a bien entendu la commission qui traite de la décentralisation du développement local et la commission qui traite des questions de la diaspora. Donc, si je peux attendre quelque chose de concret de ces 3 commissions, la première que je vais vous dire concerne la diaspora. Parce que je suis sûr d'une chose, si la diaspora est bien encadrée, la diaspora peut contribuer au moins à hauteur de 40% de notre PIB. Vous comprenez? Mais cette diaspora a un problème fondamental. Cette diaspora ne peut pas s'épanouir. Cette diaspora ne peut pas contribuer de manière exponentielle à notre développement en refusant de reconnaître la double nationalité. Donc le problème de fond, pour moi, à ce niveau, c'est la reconnaissance de la double nationalité, pour ne pas dire de la multinationalité. Parce qu'il y a des cas... Il semble que c'est les premières résolutions qui justement ont été adaptées au sein de cette commission. Deuxième chose maintenant, sur la décentralisation. Puisque apparemment, l'option du fédéralisme est déjà rejetée. Si nous prenons donc la vraie décentralisation, et là je rejoins la position de tous les experts qui pensent que ce qui est plus important, c'est de savoir ce qu'on met dans la décentralisation. Donc que la décentralisation qu'on décide d'implémenter soit effective et qu'on permette véritablement aux populations de prendre en main leur destin. Et là encore, le sultan roi de Haroun a bien indiqué un Cameroun indivisible avec un système de décentralisation où on doit ressentir les effets au bout de 6 mois. Bien sûr, parce que justement, le vrai problème du Cameroun, cette crise qui nous victimise depuis 3 ans, il faut quand même le reconnaître, est la conséquence de l'ultra-centralisme de l'État. Vous comprenez? Ces gens, quand vous y allez, vous avez l'impression que ces gens nous reprochent le fait de tout décider à Yaoundé. Il y a autre chose, et sur ce point je rejoins le docteur Kenfak, qu'en réalité c'est des gens qui ont été absorbés en 1961. Cette politique d'absorption, pour ne pas dire de phagocytation, a continué en 1972 et en 1984. Il y a quelque chose qui m'a marqué, j'étais il n'y a pas très longtemps à Tiko et à Yaboya. J'ai constaté que lorsque vous lisez les plaques des services publics, tout est écrit en français. C'est-à-dire qu'on met en français. Ce n'est pas en français et en anglais. C'est en français. Vous allez à la soupe, on met en français. Sous-préfecture, français. On ne met pas en anglais. Bon, c'est pour dire quoi? Quand les gars regardent ça, ils ont l'impression que les francophones sont venus les absorber pour tuer leur propre culture. Donc il est aujourd'hui question au niveau de cette commission qui traite des questions de multiculturalisme, de savoir que nos frères d'expression anglaise ont leur culture et qu'il faille maintenant mettre en place un système de gouvernance qui va leur permettre, j'allais dire, de bien protéger les spécificités
comment dirais, linguistique et culturelle. Et comme ça, donc, le pays va implémenter une véritable politique de cohésion sociale. Voilà un peu mes attentes de ce travail. Alors sur cette question-là, Dr Issamin, les travaux en commission vont s'achever demain. Il y a une plénière qui est annoncée. Le vendredi, ce sera tout simplement la cérémonie de clôture. Alors, est-ce qu'il y a des choses précises que vous semblez attendre qui, de votre point de vue, peuvent être fondamentales dans la mise en place, d'un État nettement meilleur que celui dans lequel nous vivons? Bien entendu, il va sans dire. Disons que pour ici, si on regarde vers le passé, avec ce qu'on a eu comme revendication corporatiste, il est normal que la commission du bilinguisme, du journalisme et la cohésion sociale soit prise en compte. Pourquoi? Parce qu'il y avait le problème de la traduction des textes. Il faut ajouter à cela le système, la commission qui traite du système judiciaire aussi, la commission qui traite du système éducatif. Mais là-dessus, je vais vous surprendre. Tout ce que nous racontons là est dans les textes. Quand on vous dit que il y a des plaques où on a écrit en français et puis en anglais, mais dans les textes, c'est indiqué qu'on doit écrire avec la même police, en français et en anglais. Donc c'est un problème de surveillance. C'est pas comme si on faisait de nouvelles propositions. Moi, je me serais attendu qu'au cours de ces débats-là, qu'on insiste plutôt sur la surveillance, c'est-à-dire le contrôle, que cela puisse être fait. Puisque en réalité, on va arriver à des résolutions qui vont indiquer ce qui est déjà écrit. Et pourtant, il faut plutôt appliquer ce qui est déjà écrit. C'est la même chose, la question de la spécificité qui a été évoquée. Dans le système éducatif, vous savez bien que le DCE Board est géré par les anglophones. Ce qui fait problème et sur lequel on devrait encore insister, comment voulez-vous envoyer des gens qui ne parlent pas anglais enseigner les anglophones? Il faut interroger ceux qui les nomment, ceux qui les désignent ou ceux qui les affectent là-bas. Vous envoyez ceux qui sont purement bilingues ou qui parlent anglais, ça va. On ne veut pas savoir s'ils sont d'origine francophone ou anglophone de culture, mais qu'ils aient la capacité, les compétences d'enseigner en anglais. C'est ce que les anglophones ont demandé. Mais tout se passe comme s'il s'agissait d'autre chose. Non, appliquer ce qui est prévu. Maintenant, quand on en vient à la décentralisation, je crois que c'est le même problème qui se pose. Il faut expliquer aux anglophones ce qu'on entend par décentralisation ou fédéralisme. Encore que, ils vous souviennent que même si on dit qu'il n'y a pas eu débat sur le fédéralisme, entre guillemets, c'est parce qu'on a refusé d'aller en profondeur. Mais lorsqu'on a engagé des discussions sur l'État décentralisé ou la décentralisation, c'est précisément là où le conflit a commencé et que les gens ont commencé à quitter la table. Donc il y a eu débat là-dessus. Les faits le démontrent. Mais maintenant, le problème c'est quoi? Mais si vous n'expliquez pas aux gens qu'avec la décentralisation, les populations choisissent ceux qui vont gérer leurs affaires. Et les populations sont au cœur de cela. Et que cela est déjà écrit. Parce que si vous mettez de côté le fait que les ressources financières en termes de dotation soient faibles, et je suis d'accord pour qu'il y ait un relèvement, même à 30 ou 40%, encore que si on met les régions, il y aura un relèvement, mais il faudrait qu'il soit beaucoup plus conséquent. Donc c'est sur ce point-là qu'il fallait insister avec les anglophones. Deuxième point, la question de l'unicité des caisses, mais qui est plutôt conjoncturelle, puisque l'État connaît des difficultés financières aujourd'hui. C'est bien cela. Mais lorsque vous avez enlevé cela, mais vous allez vous rendre compte que la décentralisation a consacré au niveau des communes les local councils. Ce sont les populations qui choisissent leur maire. Au niveau des régions, on aura les local government. Ce sont toujours les représentants de ces populations. Donc si les gens font des mauvais choix dès le départ, on va arriver à ce qu'on voit. Autre chose, pour finir,
c'est la question de la communauté urbaine. Moi, je vais revenir là-dessus pour insister. Il faut savoir que même avant les indépendances, il y avait les maires élus et les maires nommés. Le délégué du gouvernement, le maire ou même le président de la République agissent pour le territoire. Personne n'agit en dehors du Cameroun. C'est-à-dire que si des actes sont posés pour le développement, ça sera pour les Camerounais. Mais tant qu'il n'y a pas de développement, parce qu'en réalité, c'est le développement qui est au cœur de la décentralisation. Or, beaucoup dans leur tête aujourd'hui, c'est l'ethnie. On va rentrer chez nous, les entreprises seront chez nous. Il y a un hors-sujet que j'appelle généralisé sur ces questions-là. Donc, heureusement pour moi, vous vous souvenez que le cardinal, je parle du cardinal, le sultan, est revenu sur ma proposition de 6 mois. En 6 mois, on rend la décentralisation effective. Très bien. Docteur Isomba, pour sortir l'émission. Je ferai l'économie de ce que les autres panélistes et copanélistes ont dit, mais moi je voudrais ouvrir une brèche pour dire qu'en 1979, bien avant, il y avait déjà des velléités sécessionnistes qui se manifestaient dans la ville de Bamenda. Et Aïdjo, à son époque, a envoyé le président Paul Biya. Paul Biya était Premier ministre en 1975. Donc il envoie Paul Biya, ça c'était avant la révision du 29 juin 1979. C'est à partir de là que le président Paul Biya, Premier ministre de son État, a réussi à juguler et à tasser les velléités sécessionnistes qui avaient déjà véritablement, qui voulaient véritablement se mettre en branle à cette période-là. Et quand il revient, il réussit à faire taire cela. Le président Aïdjo estime que pour avoir réussi à faire taire ces velléités sécessionnistes, il a fait la réforme de 1979 où il dit, en cas de départ, de démission du président, c'est le Premier ministre qui le remplace. Et véritablement en 1982, c'est l'application de cette disposition constitutionnelle, son article 7 qui est appliqué. Donc cela veut dire quoi, M. Duval? Cela veut dire tout simplement que il y a deux choses qui vont nous permettre, et je rebondis un peu sur le discours d'Ibrahim. Il a dit, ayant cité tout cela, il a dit, tout cela doit servir à faciliter la tâche au président de la République. Ça veut dire que pour ce dialogue, il y a donc le président de la République qui doit en tirer le plus grand profit pour redorer son image. Le président de la République doit donc, qu'est-ce qu'il doit donc faire? Je pense que accepter toutes les résolutions qui seront prises et surtout, justement, celle de l'alternance à la tête de l'État en créant un poste de vice-président et en cas de départ, le poste, il fait nommer un du nord-ouest ou du sud-ouest qui vont, à partir de là, espérer un jour exercer le pouvoir suprême. Et deux choses seront résolues, et c'est ce qu'attendent nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, la fédération et les questions de bonne gouvernance et surtout d'alternance à la tête de l'État, et que cesse la marginalisation. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, docteur Luison Isoma, d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, docteur Étienne Kinfac, d'avoir échangé avec nous ce soir. C'était un plaisir. Merci, maître Simon-Serge Kakak, pour cet échange ce mercredi. C'est moi qui vous remercie, Duval. J'espère que nous avons usé de toutes nos compétences pour éclairer l'opinion publique camerounaise. Merci, docteur Issamé, d'être là ce soir. J'espère qu'à la fin des débats et des échanges à Yaoundé, la paix pourra revenir au Cameroun si on met l'accent sur le respect des textes et leur application plutôt que sur les discours. L'autre paire de manches, bien évidemment, c'est ce qu'on fera des recommandations ou des résolutions sorties du grand dialogue national, et ce sera l'objet des prochaines émissions 237 débats. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image.